Merci de choisir Radio Guinée pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres de RTG Midi. Célébration ce 23 mars de la Journée internationale de la météorologie. Cette année, les météorologues veulent comprendre les nuages. En Guinée, le service météo fonctionne comme il peut. Les moyens et les équipements lui font défaut. Le secteur minier prépare activement la 5e édition du symposium minier guinéen. La rencontre se tiendra du 9 au 11 mai 2017 à Conakry. 2000 visiteurs sont attendus. Le président mauritanien annonce que le projet de révision constitutionnelle sera soumis à un référendum très prochainement. Le texte qui a été approuvé par les députés est rejeté par le Sénat, un blocage que le président entend débloquer. L'attentat de Londres hier a fait 4 morts et 40 blessés. La piste terroriste est privilégiée par la police. L'auteur de l'attentat, un Britannique d'origine jamaïcaine, est connu pour être une figure de l'islamisme radical à Londres. Voilà, c'était là les têtes de chapitre. À la technique, Ramata Keita Kamara. Ici au micro, Marie-Louise Diallo-Benjamin. Bonjour à tous. Le président de la République a procédé hier au lancement du Crédit Cash, une structure financière qui contribue au développement du secteur privé. Abdul Karim Kondé. Crédit Cash, il comprend Super Cash, destiné aux petites et moyennes entreprises, et Cash Fidélité aux particuliers. Ces structures sont nées de la Banque de Dakar. Elle a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté en Guinée. Vasco Duarte Silva, PDG du groupe BDK Antane Banque de Dakar, Crédit Cash. Il y a environ un an, le ministre Bernard Kouchner nous a encouragés à investir dans ce pays. Grâce à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes ici, non pas avec des idées, mais avec une réalité. Nous accomplissons ainsi le premier pas vers le lancement d'un modèle innovateur et moderne avec des agences installées dans les conteneurs. Crédit Cash est une institution financière avec une licence de SFD et dédiée à l'activité de la mésofinance, le segment haut de la gamme de la microfinance. Crédit Cash offrira des produits de crédit et dépôt et des services financiers qui répondent à l'évolution des besoins des petites et moyennes entreprises, marchands et des entrepreneurs. L'implantation de cette structure financière en Guinée a pour but d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Moustapha Mamingabi, ministre des Postes, Télécommunications et Économie numérique. Je suis fier aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, de vous dire que le groupe BDK a tenu et a respecté tous les engagements contenus dans le premier acte qui a été signé. Hier, nous avons signé le pacte des actionnaires de la Société financière de Conakry et le contrat de cession des actions accordé à l'Office de la Poste guinéenne. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, une telle initiative doit être élargie à l'intérieur du pays. Je me dois d'abord de féliciter M. Roberto car il a tenu ses engagements. Il est venu en novembre et je lui avais dit qu'il faut qu'il aille plus vite qu'en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Il a tenu ses engagements. Avec le développement des nouvelles technologies, là où les autres ont mis 10 ans, nous on mettra 2 ans. C'est-à-dire que nous allons beaucoup plus vite à cause de notre retard qui va être notre avantage par rapport aux autres pays qui étaient plus avancés que nous. Cela grâce aux nouvelles technologies. Mais il ne faut pas seulement installer des conteneurs à Conakry. Les personnes qui ont le plus besoin de cela sont les gens qui sont à l'intérieur. Donc j'espère que ce microcrédit ira à l'intérieur du pays pour que nos paysans et nos femmes laborieuses qui ne peuvent pas aller à la banque pour avoir des crédits parce qu'elles n'ont pas de garantie puissent avoir accès à un crédit raisonnable afin de pouvoir développer leurs activités. Car l'écrasante majorité de la Guinée est formée par les paysans, les artisans, etc. Et c'est eux aujourd'hui qui n'ont pas les moyens d'accès au crédit. Crédit Cash Guinée a son siège à Kaloum. Il est représenté dans les 5 communes de la capitale. Abdul Karim Kondé, un Africain, est candidat au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de l'Éthiopien Tedros Adhanom, qui a été pendant 8 ans ministre de la santé de son pays. Le candidat déclaré pour prendre la tête de l'OMS a rencontré mercredi, hier, le président Alpha Condé pour solliciter son soutien. Almamika Lakonté.
L'Organisation mondiale de la santé est l'autorité directrice dans le domaine de la santé et des travaux ayant un caractère scientifique, d'où l'enjeu lié au poste de directeur général de l'organisation onusienne. 3 candidats sont en lice, dont un seul Africain, en la personne de l'Éthiopien Tedros Adhanom, qui a rencontré le président Alpha Condé. Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, il se dit rassuré du soutien du président en exercice de l'Union africaine. I am the candidate for the Director General position. Je suis candidat pour le poste de directeur général pour l'Organisation mondiale de la santé. Je suis venu en Guinée pour remercier le président de la République pour le support qu'il m'a donné. Je suis venu aussi parce que toute l'Afrique m'a supporté pour ma candidature. Le président Condé étant le président de l'Union africaine, il était normal que je fasse le pas pour la Guinée. Il a été pendant 8 ans ministre de la Santé de l'Éthiopie avant d'occuper le portefeuille du ministère des Affaires étrangères. Il est actuellement ministre conseiller du Premier ministre éthiopien chargé des questions de santé. Fort de toutes ces expériences, Dr Tedros se déclare comme un candidat idéal pour occuper le poste de directeur général de l'OMS. Par rapport aux résultats que j'ai déjà eus sur le terrain en Afrique, je pense que tous ces gens-là qui vont voter, ils sont conscients de ça. Les gens, quand ils voient ce que tu as fait, je pense que ça parle beaucoup plus par rapport à ce que tu dis. Les réformes, tant au niveau de l'Éthiopie que sur le plan international, ça rentre dans la sélection des éléments qui feront de lui un candidat potentiellement gagnant. Les élections au poste de directeur général de l'OMS auront lieu le 23 mai prochain lors de la 66e Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse. Dr Tedros compte succéder à l'actuelle directrice générale, le Dr Margaret Chan, qui est au terme de son 2e mandat de 5 ans. Célébration ce 23 mars de la Journée internationale de la météorologie sous le thème « Comprendre les nuages ». La météorologie est une science qui touche tous les secteurs de la vie. Algassimou Baldé. Célébrée cette année sous le thème « Comprendre les nuages », la météorologie est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques tels que les nuages et le vent. Créée en Guinée depuis 1897, la météorologie est peu connue par le public. Le directeur national de la météorologie explique l'importance de son service. Mamadou Lamine Ba. Dans chacune de nos préfectures, nous avons des installations, des sites d'observation où nous avons placé des équipements avec du personnel qui font des mesures, parfois nuit et jour. Ce sont ces informations que nous allons vous dire qu'il va pleuvoir. C'est à partir de ces nuages qu'on va vous dire qu'il y aura des orages ou bien que la sécheresse est instaurée. Par exemple, pour la navigation, que ce soit navigation aérienne, navigation terrestre ou bien navigation maritime. Lorsque un bateau quitte Conakry, il va aux États-Unis, le seul interlocuteur qu'il a, c'est la météorologie. Parce qu'il va rencontrer des périodes où la mer est très agitée. Lorsque vous prenez un avion, le pilote, avant que vous ne décolliez, il a intérêt de savoir est-ce que les conditions qu'il va trouver après 6 heures à Paris sont favorables pour qu'il puisse atterrir. S'il ne peut pas atterrir maintenant, à quel endroit trouver maintenant des conditions favorables en cas de difficulté. Malgré l'évolution de la nouvelle technologie, en Guinée, ce secteur scientifique a du mal à fonctionner convenablement. Mamadou Lamine Ba. Problème, d'abord, certaines stations ne fonctionnent pas faute de matériel et de personnel. Les équipements que nous utilisons, c'est des équipements que vous trouvez rarement dans le marché. Donc, ce qui fait que c'est des équipements, même s'ils sont petits, mais qui sont chers. Maintenant, pour leur exploitation, on a besoin du personnel qualifié, du personnel formé. À cause de la rareté, le personnel que nous avons, c'est un personnel qui est vieillissant. Nous avons plaidé auprès du gouvernement pour la réouverture de la filière météorologie au sein de nos universités. Le directeur national de la météorologie invite les populations à s'intéresser à ce secteur qui prévient les phénomènes atmosphériques. La 5e édition du symposium minier guinéen se tiendra du 9 au 11 mai 2017 à Conakry. Le thème de ce forum est « Secteur minier, levier de transformation de l'économie nationale au profit de tous les acteurs ». La rencontre va regrouper 500 délégués et plus de 2000 visiteurs. Le ministre des Mines et de la Géologie a tenu un point de presse pour annoncer la couleur de la rencontre. Bangali Condé.
Après plusieurs années d'interruption, le symposium minier guinéen est encore relancé. La plus grande rencontre minière de l'Afrique de l'Ouest se tiendra du 9 au 11 mai 2017 à Conakry. Ce rendez-vous minier va regrouper 500 délégués nationaux et internationaux, une centaine d'exposants ainsi que 2000 visiteurs. Le ministre des Mines et de la Géologie donne la portée de cette rencontre minière. Abdoulaye Magasouba. Nous aurons bien sûr aussi des visiteurs, des stands qui seront tenus par les acteurs miniers. Comptons recevoir environ 2000 visiteurs au niveau de ces stands-là et au niveau des autres activités du symposium. L'État ne décaissera pas un seul franc pour pouvoir supporter cette activité. Nous avons décidé de réaliser cette activité avec un professionnel, Amtrade, qui a l'expérience de l'organisation de ce type d'événements un peu partout dans la sous-région et même au-delà. Selon le ministre des Mines et de la Géologie, ce symposium sera un espace de présentation des potentialités et des réformes engagées par l'État guinéen dans le secteur minier depuis 2011. Il faut aussi, bien sûr, présenter les informations géologiques dont nous disposons. Et dans cette présentation-là, l'accent sera mis sur le fait que la Guinée n'est pas un pays simplement riche en bauxite ou simplement riche en fer, mais que nous avons aussi d'autres minéraux pour lesquels le potentiel est important, mais qui sont sous-exploités ou même inexploités, en leur présentant les opportunités d'investissement dans le secteur pour que nous puissions les amener à investir dans la diversification de la production minière, qui est un objectif fondamental du ministère. Ce symposium est entièrement financé par le sponsoring dont le budget est bouclé, affirme le ministre des Mines. Ce budget est estimé à plus de $6,000 américains. L'organisation est pilotée par la structure Amstrad. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Le nouveau ministre de la fonction publique a eu des séances de travail mercredi avec l'ambassadeur de France et le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée. Billy Nankouma Doumbouya a échangé avec ses hôtes sur la possibilité d'organiser des formations pour les fonctionnaires guinéens. Sidiki Badiabati. Faire évoluer l'administration guinéenne vers une véritable administration de développement est entre autres la quintessence de l'entretien entre le ministre en charge de la fonction publique, Billy Nankouma Doumbouya, et les ambassadeurs de France en Guinée et de l'Union européenne. L'ambassadeur de France en Guinée revient sur les enjeux de la rencontre. Jean-Marc Grosgurin. Nous avons échangé ensemble avec le ministre et ses collaborateurs sur les moyens de renforcer notre coopération dans le domaine de la formation des agents publics de l'État. Voilà, il y a plusieurs projets. Nous avons déjà dressé un premier bilan du projet Rajeunir et Féminiser. Nous souhaitons peut-être examiner les conditions de renouvellement de ce projet. Justement, au cours des entretiens, la venue prochaine du directeur des relations internationales de l'ENA a été évoquée. Une visite au cours de laquelle sera examinée les positions de relance des projets de l'ENA en Guinée en collaboration avec l'ENA du Québec, mais aussi l'audition des Guinéens qui souhaitent se former en France. Pour le chef de cabinet de la fonction publique, une administration de développement est nécessaire pour la Guinée. Mohamed Traoré. Il est important de mettre en place une administration de développement qui va provoquer le choc. Et il faut des ressources humaines pour cela. Donc il est urgent et important pour nous maintenant de faire en sorte que l'ENA soit opérationnelle. Au terme de la rencontre, l'ambassadeur de France en Guinée a annoncé la visite d'État du président de la République, professeur Alpha Condé, en France dans les jours à venir pour la poursuite des négociations. Pour la rubrique invitée du journal, nous allons recevoir aujourd'hui le directeur général de la SEG, la Société des eaux de Guinée. Et avec le directeur général de la Société des eaux de Guinée, on va parler des difficultés d'accès à l'eau par le manque d'investissement conséquent dans le secteur. Mamadou Yulde Diallo sera notre invité en fin de journal. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de prière a eu lieu hier dans le district de Kamikolo, c'est dans la sous-préfecture de Kolaboui, préfecture de Boké. Ceci pour rendre hommage à Eladj Madiba Diaby Kandiola, l'un des érudits de la communauté Diakanké, et aussi pour la paix et la prospérité en Guinée. Plusieurs religieux ont pris part à cette cérémonie. Reportage Eladj Morlaï Souma.
C'est en prélude au Grand Fidaou, prévu les 8 et 9 avril prochains au Sénégal, que les talibés du grand érudit El Hadj Madiba Diaby Kandialo et la communauté Diakanké de Kamikolo ont organisé ce rendez-vous dans le district de Kamikolo, sous-préfecture de Kolabouin, dans la préfecture de Boké. C'était pour rendre hommage à ce grand érudit qui, durant toute sa vie, s'est battu pour le rayonnement de l'islam en Guinée et au Sénégal, mais aussi pour la paix, l'unité nationale entre tous les fils de la Guinée. El Hadj Karamba Girassi est l'initiateur de la rencontre. On a commencé ici depuis 29 ans, mais cette initiative, notre grand Valive qui est décédé au Sénégal, plus de 30 ans. C'est à cause de ça on a commencé à organiser à cette année-là pour faire des scènes coraniques là. Quand on finit faire ça, mardi prochain, on doit quitter ici en Guinée pour aller au Sénégal pour faire des grandes prières là-bas. On a fait des gens de coraniques là pour organiser réconciliation, prière pour notre pays, prier pour notre président, prier pour notre gouvernement, prier pour nous-mêmes. Cette cérémonie a mobilisé plusieurs chefs religieux venus de toutes les contrées de la région de Boké. L'inspecteur régional des affaires religieuses de Boké a salué l'initiative de la communauté Diakanké, El Hadj Mohamed Wakili Yatara. Habituellement, ils organisent ça au Sénégal, plus précisément à Kandialo. C'est ce qu'ils veulent faire organiser ici pour que tous ces patriotes guinéens installés en Guinée et ailleurs, qu'ils puissent se retrouver chaque fois en Guinée pour parler de la fraternité, du développement, pour se donner la main pour le développement de notre cher pays. Le district de Kamikolo, réputé dans la pratique de l'islam, est situé à 15 km de la sous-préfecture de Kolabouin, préfecture de Boké. El Hadj Morlaye Souma. La rubrique Espace Santé à présent, on s'intéresse à la fistule obstétricale ou encore appelée vésico-vaginale, une maladie très fréquente en Afrique subsaharienne. Elle touche le plus souvent des femmes qui ont eu un accouchement long et difficile. Des détails, c'est avec Aïssata Sidibé. La fistule obstétricale ou vésico-vaginale est la conséquence d'un accouchement long et difficile. Cette maladie entraîne très souvent la mort du bébé ou une incontinence chronique ou perte d'urine permanente chez la mère. Les femmes vivant en milieu rural sont les plus exposées. Cela à cause de la faiblesse des structures sanitaires de ces régions qui font le plus souvent recours aux accoucheuses traditionnelles. Selon l'OMS, chaque année, 50 000 à 100 000 femmes sont affectées dans le monde et plus de 2 millions de jeunes femmes d'Asie et d'Afrique subsaharienne vivent avec cette pathologie. Dr Daouda Kanté est urologue à l'hôpital Ignace Dine. Parce que le travail d'accouchement a été très long, pour une raison ou pour une autre, ou alors le fait de n'avoir pas posé d'indication d'une césarienne à temps. Toutes ces raisons peuvent entraîner nécrose de la paroi vésicale qui aboutit généralement à la chute de l'escarre et à créer un orifice, faire communiquer donc la vessie et la cavité vaginale. Ces femmes-là vont donc perdre de façon permanente les urines parce que la vessie a perdu son rôle de réservoir. Le traitement de la fistule vésico-vaginale ou obstétricale est seulement chirurgical. Faire recours donc à la médecine traditionnelle est déconseillé par les spécialistes. Mais la prise en charge prend en compte la réintégration sociale parce que en fait la fistule vésico-vaginale c'est une infirmité qui fait que la femme est pratiquement exclue de la société. Même si demain elle parvenait à fermer la fistule, les gens avec la stigmatisation qu'il y a déjà eu, c'est difficile pour ces femmes-là de réintégrer la société. Non traitée, la fistule obstétricale ou vésico-vaginale peut entraîner d'autres complications comme des infections ou des affections rénales. Le coulement des urines au niveau vulvaire peut entraîner beaucoup de lésions, dont des dermatites urineuses, mais aussi plus ça dure, plus la sclérose s'installe. Donc la sclérose, c'est-à-dire que les tissus deviennent durs, on ne peut plus les manipuler. Et dans certains rares cas où les urines urétérales sont exposés, là on peut avoir affaire à des pélonéphrite, parfois même aller jusqu'à l'insuffisance rénale. La persistance de cette maladie est due au manque de ressources humaines et de matériel pour la prise en charge efficace des femmes dans les structures sanitaires les plus reculées du pays. C'est pourquoi Dr Daouda Kanté lance un appel aux autorités. La principale cause des fistules dans les pays sous-développés, c'est la sous-médicalisation. Même si la main-d'œuvre existe, elle n'est pas à endroit. C'est-à-dire que vous trouverez
installer à la maternité d'une ville 50 médecins, étant donné qu'il y a dans la même ville des structures qui n'ont aucun médecin. La répartition de la ressource humaine est disparate et inégale. Ce qui fait que dans les villages reculés, ce sont les vieilles mamans qui sont là, qui assurent le rôle d'accoucheuse traditionnelle aux autorités, de faire en sorte que la ressource humaine, ne serait-ce que disponible, soit bien utilisée. Parce que, en fait, il ne sert à rien de vouloir des stagiaires éternels. Lorsque les gens ont atteint un certain niveau de compétence, il faut les mettre là où il faut pour la population. Éviter les grossesses précoces et respecter les consultations prénatales sont entre autres facteurs de prévention de cette maladie, a-t-il conclu. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Le président mauritanien a annoncé hier que le projet de révision constitutionnelle en Mauritanie sera soumis à un référendum le plus rapidement possible. Le texte a été approuvé par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat. Il faut dire que le projet prévoit la suppression du Sénat, le changement du drapeau national, la suppression de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Un juge sénégalais a convoqué ce jeudi le maire de Dakar et ses co-inculpés. Khalifa Sall est soupçonné d'avoir détourné plus de 2 millions d'euros issus d'un fonds de l'État. Il est également inculpé pour association de malfaiteurs. Khalifa Sall et son avocat se disent prêts à affronter la justice. 10 soldats égyptiens tués dans une explosion de bombes ce jeudi. Ils ont perdu la vie lors d'affrontements avec les djihadistes du groupe État islamique au Sinaï. 15 djihadistes ont été tués. Du côté du groupe EI, l'annonce a été faite par l'armée égyptienne. Le Maroc, lui, est l'invité d'honneur du Salon du Livre à Paris. Ce sera du 24 au 27 mars prochain. Il mettra cette occasion à profit pour présenter les valeurs culturelles africaines. En Centrafrique, beaucoup d'enfants sont privés d'école. Selon l'ONU, environ 20% des élèves centrafricains n'ont pas accès à leur classe à cause du conflit qui sévit dans leur pays. Dans de nombreuses préfectures, les écoles sont occupées par des groupes armés, en majorité les Seleka. Attentat de mercredi à Londres, bilan 4 morts et 40 blessés. La police privilégie la piste terroriste. L'assaillant qui a été tué au cours de l'assaut est un citoyen britannique d'origine jamaïcaine. Il était connu pour être une figure de l'islamisme radical à Londres. Des arrestations ont eu lieu ainsi que des perquisitions à Birmingham. La première ministre Theresa May a appelé ses compatriotes à ne pas céder à la terreur. Ailleurs, le président philippin Rodrigo Duterte souhaite imposer la loi martiale et suspendre les élections à des dizaines de milliers de postes locaux. Le président Duterte veut nommer les chefs de plus de 40 000 districts locaux, alors que ces chefs doivent être élus à l'issue d'élections prévues en octobre. Un incendie s'est produit ce jeudi suite à une explosion dans un dépôt d'armes en Ukraine. Selon les informations, ce dépôt abritait plus de 130 000 tonnes de munitions et d'obus. Pour le moment, aucune perte en vie humaine n'a été signalée par les autorités, mais l'évacuation des habitants est en cours. Au Cambodge, la justice vient de condamner un ancien soldat à la prison à vie. Il a été reconnu coupable d'avoir assassiné en juillet 2016 un célèbre politologue connu pour ses critiques contre les autorités. Celui qui se présente sous le nom de soldat Chwob Sambalamb, ce qui signifie en khmer rencontre mortelle, a dit que le politologue lui devait tout simplement de l'argent. La page de sport, on va parler des athlètes, 336 athlètes qui vont compétir très prochainement, ce sera au mois d'avril, dans 4 disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le basketball et le cross-country. Et puis le Sili national senior affrontera demain vendredi au Havre en France le Gabon. Ce sera à 18h. Et la Guinée abrite en ce moment le championnat de la zone 2 de karaté et disciplines affiliées. On voit tout ça avec Mokhtar Touré.
L'Office du sport scolaire et universitaire de Guinée, en partenariat avec le West Africa Progress Initiative WAPI, se prépare pour organiser la première édition du Smith en temps de sport en milieu universitaire et scolaire. Cette compétition se déroulera du 22 au 29 avril 2017 au complexe sportif du stade du 28 septembre à Conakry. Les phases finales regrouperont les champions des 4 régions naturelles du pays et la zone spéciale de Conakry. Au chapitre des matchs amicaux journée FIFA, le Sili National Senior affrontera demain vendredi au Havre en France la sélection gabonaise de football à partir de 17h. Pour l'instant, on note 3 absents du côté Sili Senior à cause de blessures. Il s'agit d'Ibrahima Traoré, Nabi Keita et José Kanti. Toujours vendredi 24 mars 2017, la Russie recevra la Côte d'Ivoire et la Tunisie sera opposée au Cameroun. Ce jeudi à 20h, le Nigeria reçoit le Sénégal. Pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, Jaune Amérique du Sud, beaucoup de rencontres seront au programme. Ce jeudi, l'Uruguay accueille le Brésil. Le Chili se déplacera pour aller défier l'Argentine. La Colombie affronte la Bolivie et le Paraguay sera face à l'Équateur. Autre discipline sportive, le karaté, avec le coup d'envoi hier du tournoi de karaté de la Zone 2 au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Cette compétition regroupe les pays de la Zone 2, à savoir la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, la Gambie, le Cap-Vert et la Mauritanie. Ce tournoi prendra fin le 27 mars prochain. Enfin, les joueurs du Sili National de basketball quittent Conakry ce soir pour rallier Dakar où ils vont disputer les matchs retour des éliminatoires de la Zone 2 de l'Afro-Basket masculin 2017, dont la phase finale aura lieu au Congo-Brazzaville. C'est la rubrique invité qui s'installe à présent. Pourquoi gaspiller de l'eau? C'est sous ce thème que l'humanité a célébré hier 22 mars la journée mondiale de l'eau et selon les estimations des Nations Unies, plus de 800 millions de personnes n'ont pas encore accès à l'eau potable dans le monde et justement, de nombreux Guinéens sont dans cette situation. En tout cas, à Conakry, l'accès à l'eau du robinet reste un véritable calvaire dans certains quartiers et avec Mamadou Djoulde Diallo, on parle de ces difficultés de la société dans la fourniture de l'eau potable aux populations et il est interrogé par Makeme Bamba. Bonsoir, Monsieur Djoulde. Oui, bonsoir, Madame. Monsieur le directeur, nous célébrons la journée mondiale de l'eau, mais certains quartiers nous ont affirmé qu'il y a 6 ans qu'ils n'ont pas eu d'eau au robinet. Comment expliquez-vous ces difficultés? Effectivement, c'est la journée mondiale de l'eau. Et le thème de cette année a été consacré tel que les Nations Unies l'ont décidé. Pour revenir à votre question, c'est effectif. Nous gérons actuellement une crise d'eau depuis un certain temps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, dû essentiellement au sous-investissement chronique dans le secteur, qui fait que nous sommes obligés de procéder à une sorte de rationalisation au niveau des consommateurs. Et dans cette rationalisation, les clients qui sont dans les zones les plus favorisées bénéficient beaucoup plus de cette eau que ceux-là qui se trouvent dans des zones totalement défavorisées. Donc c'est effectif cette remarque de certains clients qui sont restés depuis plus de 5 ans, 6 ans, 10 ans même pour certains, sans eau. Mais puisque vous faites une certaine rationalisation, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à 6 ans sans avoir d'eau au robinet? Oui, madame, lorsque vous rapportez le besoin d'investissement qui a manqué par la croissance démographique à tous les besoins et à la vétusté des équipements qui existent, il va sans dire qu'il arrivera un moment, le peu d'eau qui est produit n'allait vraiment pas suffire à la population. Et imaginez comment la ville de Conakry est en train de se développer aujourd'hui, les périphéries sont en train de se développer. Il va sans dire que si les capacités de production de la Société des eaux de Guinée ne sont pas renforcées dans les mêmes proportions que cet accroissement démographique, il va sans dire que l'eau va manquer. Et au-delà de cet accroissement de la démographie, les premiers équipements qui ont été faits sont quand même d'une certaine vétusté. Donc aussi bien nous sommes dans un besoin de renforcement de la production que dans un besoin de renouvellement de ce qui existait depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour aider la population à avoir de l'eau? La seule chose qu'il faut aujourd'hui pour donner la possibilité à la population guinéenne d'avoir de l'eau, c'est d'investir de façon massive. Et on a besoin de fonds urgents et massifs pour vraiment inverser au plus urgent cette pénurie. Ce n'est pas par faute de planification, on sait exactement ce qu'il faut faire, mais les ressources majeures pour vraiment inverser au plus vite cette tendance,
ces ressources-là ont manqué et qui fait qu'aujourd'hui on est en train de voir comment baisser, si c'est le faut, la norme de consommation. Et si un citoyen lambda avait la possibilité d'avoir 80 litres par jour, et peut-être on va essayer de rationaliser cette norme-là et la ramener à la moitié pour permettre une autre personne d'en avoir. Mais il n'est pas dit que tout le monde pourra l'en avoir, parce que c'est la même quantité d'eau qui est produite que nous distribuons tous les jours à tout le monde. Ce qui nous oblige à installer des points d'eau autonomes par-ci et par-là pour quand même garantir le minimum à nos consommateurs. Et justement, vous parlez d'investissement, il était prévu d'investir dans le 4e projet. Où en êtes-vous avec le financement? Le gouvernement du président Alpha Condé a fait toutes les démarches nécessaires dans le cadre de la mobilisation des fonds pour ce 4e projet eau. Et il y a eu plusieurs requêtes qu'on a envoyées au niveau de nos partenaires au développement, et que ce soit la Chine, que ce soit vers le Japon. Nous attendons la suite de toutes ces requêtes, mais aujourd'hui, quand même, grâce au retour du bailleur de fonds traditionnel dans le secteur de l'eau, c'est-à-dire la Banque mondiale, nous sommes sur le point d'investir des montants qui pourraient vraiment nous permettre de diviser de moitié le déficit qui frappe actuellement la ville de Conakry. Et quant aux autres régions, aujourd'hui la SEC gère 25 villes. Bon, c'est vrai que dans ces 25 villes, il y a un besoin d'investissement, mais n'oubliez pas qu'on a encore 8 autres villes qui n'ont jamais eu le moindre investissement. Et sur ces 8 villes, le président a eu à faire vraiment un sureffort en nous trouvant les fonds pour 5 sur les 8 villes. Il s'agit de Lola, Yomo, Gawa, Leloma et Tougué. Pour ces 5 villes, les dossiers d'appel d'offres sont pratiquement terminés. Nous sommes en train de préparer leur lancement et très bientôt, les ingénieurs conseils plus les entreprises de ces villes vont être choisies pour pouvoir mener très rapidement les investissements qu'il faut. Mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres actions aussi financées par certains partenaires au développement tels que le Maroc, tels que la JICA. Aujourd'hui, avec le retour de la Banque mondiale, vous espérez pouvoir obtenir le financement du 4e projet à quelle date? Est-ce qu'il y a une périodicité? Avec l'annonce de la Banque mondiale et suite à la table ronde des bailleurs de fonds tenue en mars 2015 et 2016 plutôt, au cours de laquelle table ronde assez d'initiatives ont été prises, la Banque mondiale a fait son grand retour. Et le plus urgent avec ce retour de la Banque, c'est comment au plus vite pallier au manque d'eau auprès de nos citoyens. Donc un projet de renforcement de la production a été élaboré, sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement et qui nous permettra de résorber au moins de moitié le déficit actuel en attendant que le financement du 4e projet eau ne soit totalement bouclé et peut-être réalisé dans sa phase active. Merci beaucoup, M. Djuldep. C'est à moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, avec la rubrique Invité, on clôture ce journal, mais on rappelle l'essentiel. Célébration ce 23 mars de la Journée internationale de la météorologie. Cette année, les météorologues veulent comprendre les nuages. En Guinée, le service météo fonctionne comme il peut. Les moyens et les équipements lui font défaut. Le secteur minier prépare activement la 5e édition du symposium minier guinéen. La rencontre se tiendra du 9 au 11 mai 2017 à Conakry. 2000 visiteurs sont attendus. Le président mauritanien annonce que le projet de révision constitutionnelle sera soumis à un référendum très prochainement. Le texte qui a été approuvé par les députés est rejeté par le Sénat, un blocage que le président entend débloquer. L'attentat de Londres hier a fait 4 morts et 40 blessés. La piste terroriste est privilégiée par la police. L'auteur de l'attentat, un Britannique d'origine jamaïcaine, est connu pour être une figure de l'islamisme radical à Londres. Voilà, c'est pratiquement fini cette édition. Elle a été conduite à la technique par Ramata Keita, réalisée par Mamadou Bassouma Tessema, assisté de Aboubakar Gabi et Aboubakar Oulare. Coordination générale Amara Kamara Minata Sangare, Ibrahima Zakatouré et ici au micro Marie-Louise Diallo Benjamin. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.
la bantonte kila deli di la gawaye imano deli mani eleni mo ko menderini alu te rokele sini to abudu ne ameriki visa ko agbele mambi